Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 110. Pour lancer cette saison 2022, avec moi ce soir, Ophélie, comment ça va ? Ça va. Ça va ? Je suis contente de vous rejoindre. Ouais, parce que tu vas enregistrer avec nous donc pour cet épisode de rentrée, et puis on espère te retrouver dans la saison. Et Olivier, comment ça va ? Salut Cyril, salut à tous. Bah ça va bien. Ça va Retour bien en présentiel. Oh putain, on boit des bières, ouais. Alors on boit des bières, il y a un peu de bruit derrière forcément. Bon là, ils ont soufflé les bougies, donc l'anniversaire devrait être derrière nous, on va dire. Ouais. On espère. Et on va pouvoir enregistrer tranquillement. Avant de commencer, je voudrais évidemment passer un petit mot à Steph, parce que il a pas pu enregistrer avec nous l'an dernier. Il a monté le podcast avec moi donc il y a 5 ans on va attaquer la 6e saison. Et donc je voulais lui faire un petit coucou puisque je sais qu'il continue à nous écouter. Donc on l'embrasse fort. Et aussi tous les auditeurs, parce qu'on a eu pas mal de retours sur la période d'intersaison. Et ça fait toujours plaisir de savoir que tout le monde revient pour cette début de saison 2022. Donc on va être un petit peu en mode particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire un premier épisode où on va débriefer 3 écuries de MotoGP et donc les autres membres de l'équipe débrieferont les autres équipes, et on va commencer par le calendrier. Qui veut attaquer sur le calendrier, donc qui compte 21 courses contre 18 en 2021. Est-ce que tu veux en parler, Ophélie ? Oui, bien sûr. Alors, cette année, du coup, on se retrouve, comme tu viens de le dire, avec 21 courses au lieu de 18 l'année dernière. Ouais. Avec les nouveaux circuits qui sont l'Indonésie, Mandalika, là où on vient d'avoir la fin des tests, et la Finlande, ouais. Sachant que la Finlande n'est pas encore homologuée, donc c'est encore le point d'interrogation. Non, c'est toujours pas homologué, ouais. Alors, au début, la petite excuse, entre guillemets, c'était qu'effectivement, ils n'avaient pas pu y aller. Donc j'espère qu'il sera homologué. La course est prévue début juillet, si je me trompe pas. Ouais, le 10. Ça va arriver vite. Hein. Ça vient vite parce que dès le 20 mars, il va y avoir le Grand Prix d'Indonésie, qui lui est homologué, mais il va falloir tout refaire. Ouais, fantastique cette histoire. Tu veux détailler un petit peu Alors, ouais, parce on a discuté en privé de cette histoire de Mandalika. Je sais pas si auditeurs vous avez vu les essais à Mandalika, les tests, mais ça a été une boucherie, au sens bout du terme, ouais. Une boucherie. Et alors, je voulais dire un mot aussi sur l'acceptation sociale et sociétale de ce genre de circuit. C'est vrai que je trouve ça dommage que la Dorna se pose pas des questions. On est quand même en 2022, on commence à avoir des questions sur le plan environnemental, etc. On sait que le sport méca, c'est de base un truc qui est pas très écolo. Et là, Mandalika, ça a été installé dans un complexe qui se veut être un complexe touristique. Au milieu de la misère, parce que clairement les Indonésiens, on peut pas dire qu'ils roulent en Porsche tous. Et voilà, c'était juste le petit coup de gueule, le petit coup de sang que je voulais faire passer aujourd'hui. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont fait cette réflexion. On espère que ça va être un beau Grand Prix quand même, mais voilà, il y a toujours ce mais où il y a les investisseurs qui se pointent avec leurs gros sabots. Je crois que c'est Bouygues Immobilier qui a construit le circuit. Bon j'ai rien contre Bouygues, j'ai absolument rien contre Bouygues, mais je pense que c'est plutôt du côté de la Dorna qu'il faut se poser la question de savoir si c'était opportun de construire un nouveau circuit alors qu'il y en a déjà beaucoup qui existent. On sait que le marché asiatique est un marché qui intéresse beaucoup la MotoGP parce que c'est une région qui suit beaucoup cette discipline. Enfin, je suis très dubitatif sur ce point du calendrier. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, si je peux me permettre. Pour le coup, sachant qu'en Asie, on avait quand même la Malaisie et la Thaïlande
qui étaient là. Et du coup, est-ce que ça valait vraiment la peine? Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à un coup de com sur les réseaux où les pilotes ont fait énormément de pubs dans les piscines et au soleil, mais est-ce que ça valait la peine et l'argent dépensé pour détruire entre guillemets une partie aussi naturelle pour faire un nouveau circuit? Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu gênant. En fait, j'ai pas pu profiter autant des tests que j'aurais voulu parce que ça me gênait toujours de les voir au bord de la mer comme ça rouler. Enfin, je trouvais ça un peu problématique. Et chose assez exceptionnelle, c'est le haut commissaire à l'extrême pauvreté des Nations Unies qui a lui-même réagi. Ça fait un an déjà parce qu'ils avaient lancé les travaux il y a un an. Et qui avait réagi en disant qu'il fallait faire attention parce que encore une fois l'Indonésie c'est un pays très très pauvre et voilà voir des motos rouler, des motos qui valent à peu près 25 ans de salaire moyen, je suis gentil je pense, 150 ans de salaire moyen local. Voilà, ça pose des questions, mais bon, on va pas vous emmerder trop longtemps avec cette histoire, mais je voulais en parler quand même. Ça pose aussi des problèmes de sécurité, parce qu'il y a déjà eu une première journée d'essai qui a été faite uniquement pour enlever la boue du circuit, donc c'était un peu déjà étonnant. Et puis après, au troisième jour, on commençait à arracher des bouts de bitume, quoi. Donc quand tu les prends dans le bras, comme ce qui est arrivé à Bagnaia, ça fait un joli bleu. Ils ont pris Austin en modèle ou quoi? C'est possible. Je sais pas qui ils ont pris en modèle. Pas au niveau du salaire moyen local en tout cas, mais au niveau de l'état du bitume. Et pour rajouter au calendrier, on peut préciser aussi que du coup, on retourne enfin à l'étranger en dehors des États-Unis et du Qatar, parce qu'on retrouve enfin le circuit d'Argentine, du Japon, de Thaïlande, de Malaisie, d'Australie et du coup d'Indonésie avec Mandalika. Ouais. Ça va être une saison qu'on espère entre guillemets classique. Oui, on va voir comment ça va se passer. On espère que l'Australie vient de rouvrir ses frontières le jour où on enregistre, là, je crois. C'est quand l'Open d'Australie. On est le 21, le 21 février. Les vols commerciaux viennent de reprendre et on espère effectivement qu'ils se reprennent pas un coup de Covid dans le baba parce qu'eux ils vont pas hésiter à fermer pour le coup. On va commencer très rapidement sur le Moto E, donc avec les rookies, donc Javier Forest qui est espagnol, tout comme Alex Escrig, Kevin Manfredi, Marc Alcoba et Alessio Finello. Alors il y a d'autres arrivées, notamment Hector Garzo qui revient chez Tech 3, qui était là en 2019 après 2 ans en Moto 2. Et il y a eu pas mal de départs, hein, donc la catégorie a pas mal bougé. On va pas tous les citer. Alors, les pilotes que vous attendez, qui veut commencer? Moi, pour le coup, la Moto E, c'est vraiment pas la catégorie que je suis le plus, parce que c'est pas, je m'amuse pas devant en fait, mais je suis un peu quand même ce que fait Agarter. Mais c'est vraiment le seul pour le coup, et j'ai pas d'attente spéciale à part le voir performer cette année, quoi. Moi, pas d'attente spécifique. C'est vrai que je pense être l'exception qui confirme la règle, c'est que je suis un petit peu la Moto E. Ouais. Mais parce que encore une fois, je trouve que c'est des courses assez rigolotes à regarder. Plus c'est court en plus, donc on peut pas avoir l'excuse du ça dure 3 heures. Bon, la Moto 2 c'est sensation 8 heures. Hein, c'est 8 mais heures la Moto E, ressentir. ça va, c'est court et c'est vraiment court. Donc, mais voilà, j'espère qu'ils vont poursuivre l'effort parce que première année, on sentait que c'était compliqué sur le plan purement équipement. Enfin, on sentait que les pilotes avaient du mal avec ces motos qui font 260 kilos, quelque chose comme ça. On voyait qu'ils avaient un peu de mal. Et l'année dernière, on a commencé à avoir de la bagarre. On espère que ça va continuer dans cette voie. Ouais. Ophélie, tu avais noté des changements dans la catégorie? Des changements au niveau des qualifications. Ouais. La e-pole est remplacée par des qualifications plus ou moins classiques avec une Q1 qui durera 10 minutes, une pause de 10 minutes et qui sera suivie par une Q2. Donc ça ressemble un peu plus au format auquel on est habitué. Ouais. Peut-être que pour les gens comme moi qui n'accrochent pas avec la Moto E, ça rendra la chose un peu plus intéressante. C'est pas gagné. Hein. Non. Moi, j'aimais bien l'ancien format. Je trouvais que c'était assez rigolo. Ouais. Enfin, rigolo, c'est pas le mot, mais je trouvais que c'était assez intéressant justement dans le sens où dès que tu sortais un peu de l'attrage, ton tour était annulé, donc tu partais en fond de grille. Donc ça imposait vraiment un rapport prise de risque qui était un petit peu différent. C'est ça que j'aimais bien. Et ça aurait peut-être permis d'inspirer d'autres catégories aussi. Format de la e-pole, c'était pas inintéressant. Bon. Je trouve qu'ils reviennent à qualif normal pour la Moto E, donc je pense pas qu'on voit le format e-pole en Moto 3 par exemple, où là pour le coup
On va en parler tout à l'heure, je pense. Mais... Ouais. Peut-être que c'est dans l'idée aussi de le lisser, sachant que c'est quand même des courses qui seront après la Moto 3, de le lisser avec le format du week-end et de pas avoir ce truc qui fait un peu ovni au milieu du... Ça se fait avant le Moto 3, la course. Ça se fait à 10h. La preuve que je regarde. Mais oui, je pense que tu as raison sur le côté marketing du truc, c'est que montrer que c'est une catégorie comme toutes les autres et qu'il n'y a pas de raison de faire une pole électrique, une e-pole. D'ailleurs, ça va être la dernière année pour Energica, avant que ce soit Ducati qui s'occupe de la partie électrique. Donc, on verra bien comment ça va se passer. On va passer au Moto 3 pour commencer. Alors là, il va y avoir forcément un petit peu plus à dire puisqu'il y a 11 rookies. Donc Morera, Bertele, Ogden, Ortola, David Munoz, donc qui va louper les 7 premières courses parce que il est vraiment trop jeune. Mario Agi, Joël Kelso, Joshua Watley, Tayo Furusato et Daniel Olgado qui est champion du monde junior en Moto 3. Donc c'est lui qui va être un petit peu le plus surveillé du plateau parce que forcément il va arriver en plus chez Ayo. Et aussi, on va avoir le retour donc d'Anna Carrasco, donc qui va être intéressant à suivre, même si les essais n'ont pas été très concluants. Elle est un peu loin en termes de temps autour. Qu'est-ce que t'en dis, Ophélie ? Alors moi, c'est une bonne nouvelle quand je l'ai su. Enfin, je me suis dit, enfin, on revoit des femmes en Moto 3 et ça fait longtemps. Et c'était un peu la chose que j'attendais. Après Anna Carrasco, j'en attends beaucoup par rapport à son titre qu'elle a pu avoir, mais je me demande ce que ça va donner avec sa blessure de l'année dernière, sachant que là, comme tu dis, sur les tests, elle était en fin de classement. Mais je me rassure en me disant que c'est une rookie comme une autre, parce qu'entre quand elle était là en 2015 et maintenant, il y a eu quand même des gros changements sur les motos. Donc c'est un peu le mystère, mais je garde un œil sur elle. Ouais, alors pour rappel, elle a couru entre 2013 et 2015, donc elle était 21e en 2013 avec 9 points et pas de points sur les 2 années suivantes, donc c'était compliqué. Il y avait aussi Maria Herrera qui avait couru en Moto 3. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Maria Herrera qu'on retrouve en Moto I du coup. Qui fait pas mieux. Ouais, elle est en Moto I. C'est la seule femme, du classement. Elle fait pas grand chose, elle marque pas de points, mais elle est là. Donc qui vous attendez en particulier en Moto 3 ? Qui veut commencer ? Moi j'attends Félon, évidemment. Je pense que d'ailleurs je vous ai coupé l'herbe sous le pied parce que vous avez forcément envie de parler de Félon. Ouais. Mais on l'a vu progresser de façon assez intéressante la dernière saison. Donc on va voir, on espère qu'il va confirmer, qu'il va progresser un peu plus et qu'il va confirmer sa progression en tout cas. Ouais. Et faire plus de grosses qualifs, parce qu'il en a fait quand même quelques-unes cette saison. Pour son niveau, j'entends, parce que voilà, c'est notre Frenchie de la Moto 3, donc forcément on va le suivre. Ouais. Après, je pense pas que, vu comment ça court devant, faut pas s'attendre à un miracle, je pense pas. Voilà, on va le suivre aussi. Ouais. Ophélie, qu'est-ce que t'en attends en particulier de Félon? Alors pour le coup, pareil, j'espère qu'il sera un peu plus régulier cette année et qu'il arrivera à rester sur sa moto malgré la pression. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu son défaut l'année dernière aussi, quand il commençait à faire quelque chose de pas mal, il finissait par terre. Donc c'était assez frustrant, je pense, autant pour nous de le voir à l'écran que pour lui derrière. Et on le voit de toute façon, au début de saison, il faisait beaucoup de com sur son arrivée en Moto 3. Et dès que ça a commencé à être un peu à pas sentir bon pour lui, il a arrêté tout de suite. Donc je pense que tout ce qui est pression, ça lui fait un peu l'effet que Fabio avait pu avoir à l'époque. Donc j'attends un peu de voir ce que ça va donner cette année à ce niveau-là. Ouais, moi, en termes de résultats, j'ai envie de dire faut très vite marquer des points. Et quand je dis très vite, ça va être en deuxième course, quoi. Ouais, non, faut arriver en Europe déjà avec des points dans le sac à dos, sinon ça va être compliqué. Et je pense qu'il va falloir assez vite aussi s'installer dans le top 10 s'il veut faire partie des pilotes qui comptent, quoi. Parce que c'est sa dernière année de contrat actuellement, donc faut mériter sa place, quoi. Ouais, et puis ça pousse beaucoup. Enfin, les jeunes talents en Moto 3, c'est pas ce qui manque. Ouais. Au niveau des autres pilotes, moi évidemment, il y a les pilotes Ayo. Moi, vu ce qu'a fait le rookie l'an dernier, j'ai un peu, peur. Oui et non. C'est pas vraiment une peur, mais ouais, c'est vraiment les deux pilotes que j'attends. Donc Massia et Olgado. Bon, Olgado aura forcément une petite
un petit temps d'adaptation qui sera peut-être un peu plus long. Mais Mazia, il va falloir que ça marque des points très vite, quoi. Alors, j'avais aussi noté pas mal de pilotes qui vont avoir besoin de passer un cap, notamment Foggia, donc qui est à 5 saisons pleines, qui était 2e l'an dernier, donc il va falloir clairement qu'il soit présent pour le titre. Mignot, qui est à sa 7e saison, qui a fait une 10e place au général en 2021. Toba, qui est pareil en 5e saison et qui a fait une saison catastrophique l'an dernier, 17e. Honshu, qui était pour sa 2e saison 11e au général, donc c'est très prometteur. Et voilà, moi c'est un petit peu ces pilotes-là que je vais attendre. Ouais. Bah Honshu, je te rejoins. Il commence à faire partie des expérimentés, comme tu as écrit sur le conducteur. Et là, la pression va commencer à monter parce qu'on le dit, on le redit, en Moto 3, les talents, il en manque pas. Ça arrive. Et quand tu vois des pilotes, d'ailleurs c'est marrant parce que t'as pas parlé de Suzuki. Non, j'ai pas parlé de Suzuki, non, parce que je n'en attends pas spécialement. Bah oui. C'est typiquement le genre de pilote qui est là depuis un petit moment et qui arrive pas à. C'est terrible, hein. Pourtant il est bon, hein. Ils sont tous bons à ce niveau-là. Mais ouais, quand t'arrives à prendre racine en Moto 3, c'est jamais bon signe en fait. Ouais. Donc tu t'éternises un peu. Ouais. T'en dis, Ophélie? Ouais, non, mais j'ai un gros doute sur ce que je vais dire, mais c'est ce qui s'est passé avec McPhee aussi. Ah oui, bah oui, non, c'est vrai. Voilà, c'est que bon. tu prends racine pas un et grand tu doute. restes et tu pas et il se passe rien, quoi. Donc, et sachant qu'ils sont pas mauvais, c'est ce que tu disais, Olivier, mais c'est qu'ils sont pas mauvais. Et j'ai l'impression que pour Suzuki, par exemple, on lui donne pas les moyens d'épanouir entre guillemets son talent, donc c'est assez frustrant. Et en même temps, l'année dernière, faire face à des Acosta, c'est un peu compliqué. Donc, Ok, faut se c'est faire clair. sa place. Hein. Est-ce que vous avez d'autres noms en tête? Moi, j'en ai encore un petit. Ah vas-y. Moi, j'attends Carlos Tate, puisque il y a eu plein de promesses donc en Red Bull Rookie Cup, et ça va être 2 années pleines. Donc, il venait avec un beau palmarès, et ça confirme pas. Donc, pas de podium encore. Va falloir vraiment être un peu plus présent devant, hausser le niveau. Et c'est pareil, Issan Guevara, hein, donc qui a fait une très belle saison de rookie, qui est 8e au général en 2021. Donc pour un rookie, c'est vraiment bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non? Si? au conducteur, tu parlais de la discipline aussi. Ouais. Pour moi, c'est un des points où j'attends vraiment un changement sur cette nouvelle année et une vraie réaction de la Dorna, parce que l'année dernière, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment dangereux et il y avait pas de réelle décision, pas de décision, mais de sanctions réellement prises, au point que les pilotes de MotoGP en parlaient en conférence de presse. Donc et on l'a vu avec ce qui est arrivé l'année dernière sur 3 pilotes quand même. Il va falloir quand même réagir. Et mettre des vraies règles en fait, des règles claires et simples et. Parce que pour moi, le fait de réduire l'âge d'entrée dans la catégorie changera pas le fait que là, on met quand même entre 30 et 40 pilotes sur une piste entassée et c'est des lions en cage en fait qui attendent qu'une chose, c'est de se battre et d'aller devant. Donc, tu m'étonnes. Donc pour moi, c'est quand même des motos qui vont très vite et s'il n'y a pas de règles carrées, il y aura encore des accidents et ils pourront que s'en mordre les doigts. Donc c'est pas le but de mettre des gamins sur des motos pour que derrière il arrive à ce qui est arrivé l'année dernière. Ouais. Alors pour rappel, il faut avoir au minimum 18 ans à partir de 2022. Donc les gagnants du CEV et de la Red Bull Rookie Cup pourront s'engager à partir de 17 ans. Donc c'est la règle qui a été instaurée concernant les âges des pilotes. Mais effectivement, c'est le gros point surveillé sur cette catégorie, même si de toute façon on peut pas y faire grand chose. Mais c'est le point qui va être important. Mais c'est toujours ce qui nous. Enfin, c'est souvent ce qu'on commente en débrief de GP, hein, les histoires de discipline en Moto 3. Ouais. Alors on dit en fait, c'est assez bête, mais on a un plan assez efficace à chaque fois. On dit putain, c'est une course de ouf. Ouais. Et après on dit putain, mais les mecs, faut vraiment les calmer parce que c'est pas toutes les courses, mais au moins une course sur 2 ou une course sur 3. Ouais. On le dit et on doit pas être le seul à s'en rendre compte et c'est complètement anarchique. Ouais. On va passer au MotoGP. Donc nous on va traiter les Yamaha. Qui d'autre on va parler de Suzuki, on va parler de Honda. Donc on va faire les 3 constructeurs japonais. Ah oui. Et on va commencer à tout seigneur tout honneur, Fabio. Alors, Ophélie, qu'est-ce que t'attends de Fabio en 2022?
Moi, j'essaye de pas trop en attendre parce que j'ai pas envie d'être déçue cette année. Ouais. J'ai pas envie d'être déçue parce que le fait de l'entendre dire pendant les tests qu'il y a rien à changer, que Yamaha n'a rien changé sur la moto et qu'il a rien à tester, c'est un peu flippant quand tu le vois face à l'armée rouge, qui t'as l'impression qu'ils arrivent avec 1000 trucs à tester. Ouais. Mais j'attends au moins qu'ils marquent des points et au moins quelques victoires avant la mi-saison ou au moins avant le Mans. Ah oui. Pas très optimiste finalement. Non, mais je te dis, je veux pas être déçu. Ouais. Là, tu places la barre très bas quand même. Moi, je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai envie qu'il soit champion du monde. Ah oui, mais ça c'est évident. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie de me dire il va être champion et de le voir ramasser derrière. Après, j'ai confiance. J'ai l'impression qu'il a quand même bossé et que malgré le fait que Yamaha le pousse pas, lui donne pas les clés dont il a besoin, il est quand même mentalement prêt. Donc. Ouais. Et quand on voit le cap qu'il a passé entre il y a 2 ans et l'an dernier, s'il arrive à passer un même genre de cap l'année prochaine, il est capable. Hein. Ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'était fantastique. Il peut être très dangereux et même si la moto lui convient pas. Alors après, par contre, ça lance le débat sur un changement d'écurie. Parce qu'il va peut-être forcément se poser la question c'est quand même dingue sortir d'essai et dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, putain, la moto, elle marche pas, quoi. Enfin, ou elle est pas. C'est pas qu'elle marche pas, c'est que il a quand même dit c'est la même que l'an dernier, les gars. Ouais, il y a un déficit de vitesse de pointe, donc ils sont pas ultra compétitifs. Mais ce qu'il a dit va falloir qu'il soit un petit peu plus mordant, plus saignant pour accrocher le wagon de tête. Donc une prise de risque un petit peu plus supérieure que l'année dernière. Moi, j'ai trouvé que son bilan était, il a souligné le manque d'évolution de la moto, mais il avait quand même des points positifs. Après, c'est inquiétant quand tu dis qu'il va devoir être plus mordant et plus attaquant parce qu'il il attaquait beaucoup l'année dernière quand même. Sur les fins de course, non, parce qu'il savait qu'il avait un titre à conserver. Mais quand il attaque, il y va. Mais en vitesse de pointe, il se fait bouffer. Ah oui. Donc, ça va être difficile d'être plus mordant que l'an passé. Oh ouais. Alors après, le point qui peut jouer en la faveur d'une moto qui a assez peu évolué, c'est le nombre de courses. Parce que étant donné qu'ils n'ont pas augmenté le nombre de moteurs sur la saison, les Ducati ont beau avoir plus de chevaux, il va falloir quand même tenir les 21 courses. Et si t'as plus assez de moteurs, tu pars en fond de grille. Après, c'est pas les moteurs de Ducati qui ont grillé il y a 2 ans. C'est ça. C'est pas eux qui ont fini avec une moto en feu dans les graviers. Voilà. C'est vrai. On va passer au rookie chez Yamaha, Darin Binder, donc qui vient du Moto3, qui était 7e dans cette catégorie. Alors, moi j'avais noté, l'objectif, ça va être de finir les courses, de progresser sur la saison, parce que venir du Moto3 en MotoGP, c'est carrément un beau cadeau empoisonné, sachant que Yam n'a jamais été très aidant envers les équipes satellites en plus, donc j'ai juste envie de lui dire bon courage, fais attention, traverse au bon moment la pit lane parce que on va se regarder quand même. Ouais. Binder, qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'avais oublié qu'il venait en Moto3. En Moto3, tu vois, je me trompe. En MotoGP, mais tu me le rappelles. Non, vraiment, pour le coup, je m'attendais pas à le voir là, en fait. Ouais. De passer de Moto3 à MotoGP, pour moi, c'est, comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné, et j'ose espérer que Dovizioso sera assez gentil pour lui donner des bons conseils, même si j'y crois pas trop. Et, il est sympa, David. C'est vrai qu'on aime bien. Alors, pour monter les vitesses, c'est en bas. Non, j'espère que Yam lui donnera les clés qu'il faut pour progresser et bien commencer sa saison, parce que commencer en GP GP comme ça avec une moto qui est beaucoup moins facile que ce qu'il pouvait avoir, je pense qu'ils vont chier, quoi. Ouais, ils vont chier. Parce que physiquement, c'est pas la même pilule que la Moto 3. Hein. Oui, puis sachant qu'il est quand même au final chez Yamaha, donc là où il y a le champion du monde, donc là où Yam va concentrer toute son attention sur Fabio, j'espère qu'ils vont pas le laisser dans un coin en disant t'es là pour remplir l'écurie, quoi. Moi, ça me va. Hein. Après, c'est pas KTM non plus, Yamaha. Faut pas abuser. C'est vrai. Après, déjà que Binder est pas très apprécié. C'est vrai. Non, mais moi, pour moi, c'est peut-être un lieu commun, mais ça va être le gars à suivre côté Fabio pour le coup.
quand tu vois un rookie débarquer en plus de Moto 3, le binder, il va venir avec le couteau entre les dents, c'est sûr. Comme tous les pilotes d'ailleurs qui arrivent cette saison, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ouais, c'est con, mais je pense que on revient à Quarta du coup, mais ça va être quelque chose à gérer pour lui aussi. Ah bon? De voir un rookie arriver, parce que lui, il a été rookie. Il était bon. Et il est passé, il a doublé Vinales, donc c'est pour ça, je pense que la pression est sur Binder, donc pour le coup. Ouais. Parce que Fabio a quand même bossé son mental et je pense que c'est pas un truc qui va l'inquiéter, sachant que lui, c'était vraiment le premier. On l'a vu avec Dixon à aller aider les rookies. Donc, soit il a bossé son mental et il va continuer à faire ça, ou à l'ignorer et pas se mettre de pression. Soit c'est Binder qui va se mettre la pression parce que Quarta est là et qui doit faire bonne impression. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. Ouais. Ça se défend. T'as le droit de me contredire. On repasse chez les officiels avec Franco Morbidelli qui a été 17e en 2021 et c'est sa 4e saison dans la catégorie. Alors, la saison 2021 a été très compliquée pour lui avec sa blessure. L'arrivée en officiel pour remplacer Vignales s'est faite un petit peu en fait, elle s'est faite pendant sa blessure. Donc c'est en plus pas évident à gérer, je pense. Et moi, il fait partie de ceux qui sont alors sous pression. Je sais pas s'il l'est réellement par Yamaha, mais il a beaucoup à prouver pour moi parce que justement pour le moment il n'y a pas eu vraiment de résultats et il doit retrouver un niveau donc proche de la fin de saison 2020 et enchaîner. Et pour moi, je pense qu'il doit faire un top 5 avant Le Mans. Ouais. C'est important. Ah bah elle était compliquée cette saison 2021 pour Morbi. Hein. Surtout qu'il avait fini sur les chapeaux de roue en 2020. Expression interdite depuis 1982. Hein, mais ouais, Morbi, c'est décevant. Enfin, ça fait mal au cœur en fait parce que c'est un super pilote et il l'a montré avec Petro. Et là, depuis qu'il est passé en usine, c'est vraiment compliqué. C'est chiant. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi j'ai l'impression qu'avec sa blessure, on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied sur la voie sur laquelle il était lancé l'année d'avant. Il a fait un seul podium avec une 3e place qui est quand même très pauvre par rapport à ce qu'il nous a habitués, donc c'est un peu décevant. On va passer au dernier pilote Yamaha, Andrea Dovizioso. Donc, il n'est pas dernier au classement. Mais, si, il était 24e. Non, je suis méchant. C'est vache. 24e, donc, avec 12 points en 5 courses. Et c'est sa 14e saison, si on compte pas, évidemment, la saison 2021, donc, qui a été incomplète. Qu'est-ce que t'en penses, Ophélie? Moi, pour moi, il doit revenir et montrer qu'il n'est pas là pour rien, en fait, qu'il n'a pas pris la place de quelqu'un qui l'aurait plus mérité. Même si c'était une demi-saison l'année dernière, il n'a pas été une seule fois dans le top 10, ce qui est pour moi c'est décevant avec ce qu'il a pu nous montrer quand il était chez Ducat et le potentiel qu'il avait. Donc j'ose espérer que cette année Yamaha sera là pour l'encadrer et qu'on reverra Dovi là où il était avant, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Alors moi je te rejoins parce que déjà la dernière saison de Dovi chez Ducati était plus compliqué. C'est vrai que ça date un peu maintenant le temps où Dovi jouait la gagne avec Marquez. Ouais. Et en plus, j'ai vraiment l'impression qu'Yamaha, on l'a déjà dit, mais n'a jamais vraiment supporté correctement ses équipes satellites. Et vu le montage de l'équipe satellite Yamaha cette année, j'ai l'impression que ça va être la roue de secours de la 8e roue. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est remplir des cases et sachant qu'ils ont changé en plus de sponsor. Ouais, de sponsor principal, ouais. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le team qui voulait garder, mais ils savaient pas trop quoi en faire et on attend de voir ce que ça va donner une fois sur la piste. Ouais. Moi, je veux dire, Dovi, je me demande ce qu'il fout là. Oh là là. Toi, heureusement que Pierre est pas là. Non, ce qu'il fout là, mais pas en MotoGP, chez Yam. Ah oui, chez Yam. Chez Yam Satellite. C'est ça que je veux dire. Encore une, après, rouler en GP, je pense que c'est le genre de mec qui a jamais craché sur un contrat parce qu'il aime rouler en GP. Mm-hmm. Mais faut pas qu'il se transforme en Rossi Terre, dans le sens où lui, il est même pas champion du monde et qu'il finisse dans les fins fonds du classement. Parce qu'encore Rossi, on lui donne une excuse, il était champion du monde plusieurs fois, voilà. Bon, ça nous faisait mal au cœur quand même, hein, mais au moins, il avait cette excuse-là.
Dovi, il a pas il est fatigué parce qu'il a été 7 fois champion du monde. Quoi. Et sachant que Dovi, au final, sa retraite, c'était un peu forcé. Parce que personne lui a donné de place et je pense qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'on lui dise reviens. Et au final, il a pris un peu ce qu'on lui donnait. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il était pilote d'essai Aprilia, mais quand Aprilia a voulu faire de la place, pour Vignales, ils ont trouvé une solution. C'est la solution qu'ils n'avaient pas trouvée, peut-être pour faire de la place à Dovi. Il est allé manger là où on lui donnait à manger. Quoi, donc, Pardon, Pierre. On a fait le tour pour Yamaha ou pas? Ouais, je pense. Vous attendez le départ de Lynn Jarvis ou pas? Enfin, pour moi, c'est un non-sujet. Moi, je regarde les courses et je suis content de voir les pilotes courir. Ce qui se passe derrière, j'avoue, je m'en fous un peu. Ouais, sauf s'il y a vraiment des gros cas de racisme, sexisme, tout ça. Oui. Mais sinon, le mercato technique m'intéresse pas du tout. Mais j'assume complètement. Moi, je suis assez d'accord avec toi parce que pour suivre un peu la F1 de loin, qui a quand même ce truc où on s'intéresse beaucoup aux équipes techniques, tu te rends compte que toute la com autour des équipes techniques, en fait, ça gâche le plaisir que tu peux avoir à voir les courses, à voir les pilotes progresser. Et en plus de ça, ça influence le comportement des pilotes en course. Donc, je trouve ça assez dommage. Donc, j'avoue que moi, pareil, je ne m'intéresse pas plus que ça. Je le suis comme avec Brivio quand il est parti. Où on était un peu triste, mais parce qu'on savait qu'il avait un vrai impact sur Suzuki. Exactement. Là, Lynn Jarvis, pour moi, il est là, il fait partie des murs. Donc, s'il part, on verra ce que ça fera, mais j'essaie de pas y penser. Ouais. Bon. Tout est dit. On va passer à Honda, donc qui va engager 4 pilotes, et on va commencer par Marc Marquez, évidemment, 7e en 2021, uniquement en courant 14 courses, et c'est ça, 10e saison donc en MotoGP. Alors, je vais attaquer. Pour moi, c'est une grosse inconnue, c'est-à-dire à quel niveau est-ce qu'il va débuter la saison. Et Honda a-t-il réussi à rendre la RCV donc un petit peu plus homogène et moins brutale? Après, les essais ont l'air d'avoir été plutôt concluants dans ce sens-là. Déjà, il a montré qu'il était capable de rouler. Donc ça, c'était déjà un gros point positif parce qu'il a loupé les courses de fin de saison. Donc c'était déjà rassurant de ce point de vue-là. Et il a réussi à se remettre dans un bon rythme, je pense, en vitesse. Donc, je pense qu'on va le retrouver à 100% dès le Qatar et ça va être intéressant. Ouais, je pense qu'on a tous hâte de le voir rouler à 100%. À voir s'il va être à 100%, c'est ce que tu disais à l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir très faim. Très faim. Ouais, je pense que c'est le bon mot. Moi, je suis assez d'accord avec vous. J'attends de le voir revenir à son meilleur niveau. Enfin, moi, j'attends beaucoup de Marquez pour le coup, alors que c'est pas forcément un pilote que j'apprécie. J'apprécie de le voir rouler, mais en dehors, c'est pas un pilote que j'apprécie forcément. Mais limite, là, il a un stade où il m'a fait de la peine l'année dernière. Et je me suis vraiment dit que ce mec, il fait partie des machines du paddock, en fait. Hein, et de le voir revenir et de le voir en pleurs à la fin des courses dans son casque. Mais le mec va quand même rouler. Je pense que c'était frustrant pour lui cette fin de saison avec ses problèmes de vision et pas pouvoir finir ce qu'il avait commencé, parce qu'au final, les quelques courses qu'il a fait, il en a gagné certaines, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner cette saison pour lui, de revenir, de vouloir être à son meilleur niveau et du coup de prendre plus de risques face à une armée rouge assez impressionnante, et les Ducati sont pas là pour faire de la figuration, donc face à un Marquez, même si c'est Marquez, elles vont y aller, quoi. Donc j'ai peur de ce truc de il prend trop de risques et il retombe, il se reblesse et là c'est fini, quoi. Ça va dépendre un peu, je pense, du niveau global, en fait, parce que sur les saisons d'avant son crash à Jerez, il dominait, mais d'une façon incommensurable. C'était outrageant. Hein. Oui, c'était outrageant. Oui. C'était les saisons 2019, c'était quoi? Il faisait 1 ou 2. Ouais. Voilà, à toutes les courses, bref, c'était n'importe quoi. Et là, je pense que la pression qu'il va avoir, on va tout de suite le voir. Hein, aux premiers essais au Qatar, on va le voir. Mais ça va dépendre aussi du niveau des autres. Parce que si les autres ils sont vraiment au taquet, il va devoir prendre plus de risques. Et le risque, Marquez, il aime pas trop en prendre. Hein. Il se bourre assez facilement, mine de rien. Moi, je te dirais qu'il aime bien en prendre, mais il va peut-être plus pouvoir se le permettre. Oui.
Donc il va après, on l'a vu l'année dernière où la reprise, enfin le retour au meilleur niveau a été long et compliqué, mais il a été là quand même, puisqu'il a été très performant. Et à voir comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ça, parce que le retour a été long et il y a eu une rechute derrière. Donc c'est voir si ça n'a pas trop d'influence sur sa manière de faire. Et voir si sa condition physique est vraiment revenue au niveau auquel elle a besoin d'être pour enfin, déjà, il y a 21 courses. Faut y penser à ça aussi, c'est qu'il sort pas d'une petite blessure et qu'on passe quand même sur une saison qui est un peu plus longue. Donc, entre ça et le fait que la Honda a quand même subi des modifications qui n'étaient pas forcément pour lui, moi, ça m'inquiète un peu. Est-ce que tu crois que les modifications vont aider notre cher Pol Espargaro? Alors, Pol Espargaro qui a été 12e l'an dernier, et c'est sa 9e saison en MotoGP quand même. Ouais, quand même. Déjà, ça fait déjà 9 ans qu'on le supporte. Oh, ça va. Une de Marc Marquez. C'est ouf. Ça va. Qu'est-ce qu'on dit, Ophélie? Moi, j'en attends rien de Pol Espargaro. Pas dans le sens, c'est un mauvais pilote, mais dans le sens, son personnage est tellement exécrable pour moi qu'il gagne ou pas. En fait, ça me fait ni chaud ni froid. Mais j'ai l'impression quand même que sur Mandalika, il a pas été si dégueu que ça. Il me semble qu'il était 2e sur la 2e journée, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, j'attends de voir avec le retour de Marquez s'il va juste y aller comme un bourrin en se disant là je suis plus tout seul et il faut que je prouve que j'ai ma place ici, ce qui serait pas étonnant de lui, ou s'il va quand même y aller en réfléchissant un peu et pas prendre la pression mais connaissant Espargaro ça va tweeter en disant que Marquez l'a poussé quoi. Ouais. Super. J'ai aucun commentaire à faire sur Pol Espargaro. Non, je rigole, mais à part que j'espère qu'il va pas dire qu'il joue le titre. Oh, bah si. Il va le dire. Moi, je veux qu'il le dise. Non, mais pour moi, ça fait partie aussi des pilotes qui sont sous pression parce que clairement, il va devoir. C'est sa dernière année de contrat, donc il doit faire un résultat. À mon avis, enfin, faut au moins faire un podium avant Le Mans, en fonction de qui veut faire quoi, de ce que voudra faire Honda. Ouais, c'est comme Marquez un peu. Ça dépend aussi du niveau, des autres en fait, parce que on l'imagine pas. C'est horrible de dire ça, mais 9e saison, on n'imagine pas se transcender maintenant, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est horrible à dire. Non mais. La transformation, elle aurait dû avoir lieu avant. On est d'accord. Et bon, là, il va connaître un petit peu mieux la moto. Il va avoir vécu l'intersaison avec la moto modifiée, donc ça peut l'aider. Mais va pas falloir que ça attende septembre, quoi. Et pour moi, c'est un pilote qui s'auto-sabote. Dans le sens où il passe tellement de temps à réfléchir au fait que s'il lui arrive quelque chose, c'est pas sa faute, c'est celle d'un autre, et se prendre la tête et se mettre une pression à cause des autres, alors que les autres ont pas forcément fait quelque chose, qu'en fait il s'auto-sabote parce qu'il perd tout ce temps où il pourrait progresser et s'entraîner à s'énerver tout seul, quoi. Donc, oui, alors que Marquez fait exactement l'inverse, il dit que c'est de sa faute, alors qu'après on conclut que c'était une erreur de boîte de vitesse. Ouais, mais au moins il se prend pas la tête, il dit c'est ma faute, on m'engueule et c'est fini. Allez, on passe à autre chose. Ouais, non mais c'est clair. On passe à Alex Marquez, du coup. Ouais, alors, Alex Marquez, qui ça? Non, alors ça, c'était la petite blague de Pierre au sein de l'équipe. Alors, pour moi, ça progresse quand même trop lentement. C'est pas assez performant. Voilà, après, il est pas aidé par Honda, donc pareil, ça va vraiment dépendre de la moto. Et pour moi, ça va vraiment se compliquer sérieusement parce que l'année dernière, c'était pas bon. La première année, on s'est dit, ouais, tiens, pourquoi pas, on va voir, et ça avance pas, quoi. Il faut qu'il pleuve au Mans, hein, et ça peut-être long. C'est ça qu'il pleuve au Mans, c'est la tradition. Ah non, un peu de soleil au Mans quand même. Ouais. Piste séchante. Vous avez rien d'autre à dire sur les frères? Il va falloir qu'ils se sortent les doigts pour être poli quand même. Heureusement que c'est toi qui le dis. Hein. Non, mais pour le coup, on passe quand même d'un champion du monde Moto 2. Enfin, c'est pas rien quand même. Et Moto 3. Ouais, et un mec qui a quand même fait 2 victoires et en fait, depuis, c'est le néant depuis 2020. Donc, là, s'il continue comme ça, c'est juste le frère d'eux qui prend la place d'un autre pilote et c'est dommage, sachant qu'en Moto 2, ça va pousser à la porte aussi pour aller en MotoGP. Donc, je me souviens de lancement de sa première saison d'Alex Marquez. On était putain, vous allez voir, il va faire une saison un peu comme c'est un diesel parce qu'en Moto 3, en Moto 2, c'était pareil. Il n'était pas champion du monde tout de suite, il a mis du temps. Et là, franchement, j'ai du mal à y croire, quoi.
il y avait tellement une com aussi autour de ça, autour du fait que Marc n'était pas là et le soutenait avec toutes les images qu'on a pu voir pendant les diffs des courses en mode Marc Marquez derrière sa télé qui soutient son frère, le futur prodige de la MotoGP, et en fait c'était un écran de fumée, quoi. Voilà. On va parler de Nakagami. Redescendons encore d'un cran. Non, il était devant Alex Marquez au général, puisqu'il était 15e et c'est sa 5e saison. Il fait plus de saisons. Moi, je sais plus quoi en penser, puisque c'est trop inconstant. Des fois, il y a un week-end, tu te dis tiens, il va partir de la 2e ligne, ça va peut-être changer. Et il se ça change rien. Au premier virage. Et ouais, ça fait partie des pilotes. Ouais, moi, comme tu disais, j'ai aucune attente. Je sais pas. Ouais, je vais regarder ce qu'il fait. Mais ouais, mais pour moi, je suis d'accord avec toi. Je vais peut-être être un peu sévère, mais je me demande ce qu'il fait là, en fait. Enfin, c'est un pilote en 4. C'est pour ça ouais, mais c'est pas une raison. En 4 saisons, le mec a fait une pole qui s'est terminée par une chute. Il a pas fait mieux que 10e au global. Il y a un moment donné, faut se poser les bonnes questions, quoi. Ah ouais. Mais il est chez LCR. Voilà. On passe au dernier constructeur japonais, ouais. Suzuki, et on commence par Joan Mir. Bah ouais. Olivier, tu veux en parler? Bah pour moi, Joan Mir, il peut jouer le titre. Pardon. Mais... Ah ouais? Bah parce qu'il finit quand même 3e. Bah il finit 3e. Hein. Il finit 3e. Il est pas là pour enfiler des perles, hein, le petit Mir, mine de rien. S'il arrive à être un peu plus régulier, c'est-à-dire comme en 2020, mais 2020 c'était une saison. Il n'a pas volé son titre, hein, loin de là. Non. Il a eu un vrai titre de champion du monde. Et s'il arrive à être autant régulier que cette saison-là, il peut clairement être dans les prétendants, sans aucun doute. Il faut que la moto marche aussi. Mais Suzuki, ils sont aussi en mode diesel, c'est-à-dire qu'au début de saison, ils ont un peu de mal. Et ça, c'était 2020. 2020, début de saison un peu compliqué. Ouais. Et la moto, on l'a vu vraiment progresser beaucoup plus vite que les autres. Et s'ils arrivent à refaire la même chose, il n'y a pas de raison qu'ils jouent pas le titre. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi aussi. Ah bah merde. Pardon, excuse-moi, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi sans lui. Mais non, s'il arrive à être régulier, on l'a vu de toute façon quand il a eu son titre, c'est plus facile d'avoir un titre en étant régulier, même sans faire de podium à la première place, que de faire des premières places, mais pas être régulier et de finir n'importe où dans le classement en fin de saison. Donc, mais comme tu dis, il faut que la moto marche. Ouais. Alors non, forcément je vais pas être d'accord parce que effectivement c'est un très bon pilote. La moto elle a l'avantage d'être saine et il a l'avantage quand même d'être un pilote effectivement régulier. Mais pour moi ça manque de performance. C'est-à-dire il est régulier 3-4 et ça a marché en 2020 parce qu'il n'y avait pas de gros pilotes devant. Enfin Marquez n'était pas là et Quartararo a fait une demi-saison et Bagnaia a fait une demi-saison aussi. Mais quand on voit la saison 2021, c'est-à-dire quand Quartararo fait une saison pleine, quand Bagnaia fait une saison pleine, il pourra jamais aller les chercher comme ça. S'il veut aller les chercher, il faut qu'il gagne des courses et pour le moment, il lui manque ça. Donc ça a marché une fois, de la chance ou pas, ça a marché, donc il l'a pas volé. Mais c'est pas tous les ans où tu peux avoir les 3 premiers pilotes qui passent à côté, quoi. Ouais, en 2020, t'avais aussi Viñales et Dovi qui devaient jouer le titre. Et ils passent complètement à côté de leur saison aussi, les deux. Moi, je pense que Mir, il a ce qu'il faut pour faire 3e au général. Mais si t'as Marquez qui fait une saison pleine et Bagnaia et Quartararo, je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Après, il est pas loin derrière. Hein. Après, pour que les 3 que tu viens de citer fassent une saison pleine, les 3... Ah bah ça nous ferait une belle bagarre. Ça nous ferait... moi je sais tout de suite. Je préfère que Mir soit 4e et qu'il y ait les 3 devant qui se battent pour le titre à un point près, à 3 courses de à 3 courses de la fin. Après, le gros problème de Suzuki, ça reste de ne pas avoir d'écurie satellite parce que ça fait au bout du compte une équipe qui est assez petite en termes de volume. Bah oui. Et il manque un petit peu d'élan, je trouve. Mais ouais, moi Mir, j'aime bien sur la piste, je l'aime un peu moins en dehors parce qu'il a parfois des déclarations qui sortent un petit peu de nulle part. Mais je pense que il sera toujours un petit peu un cran derrière.
Mais l'année dernière, pour moi, il est un peu arrivé aussi les mains dans les poches, entre guillemets, Ah ouais en se disant c'est bon, je suis champion du monde, donc en fait, allez-y les gars, ça sera encore moi cette année. Tu crois qu'il y a eu un peu de dilettante? Vu ses déclarations et le comportement qu'il pouvait avoir dans le paddock comparé à l'année d'avant où il était vraiment focus sur ce qu'il faisait, pour moi, je l'ai vu un peu comme ça. Et je pense que il s'est un peu saboté de lui-même en se disant encore une fois, je peux le faire, je peux être champion du monde en faisant pas de podium, de première place. Donc, je l'ai vu un peu arriver comme ça. Et après, je te rejoins sur le fait que Suzuki a pas d'équipe satellite, c'est qu'en plus du fait de pas avoir la même présence que peut avoir les autres teams, c'est qu'en plus de ça, ils font une croix directement sur le classement constructeur et ça, c'est dommage pour eux aussi, quoi. Ouais. Surtout que c'est une équipe attachante en plus. Ouais. On va parler de celui qui est attaché au gravier, Alex Rins. Alex Rins, donc c'est sa 13e saison. Non, c'est sa 6e saison et il était 13e au général. Pour Joan Mir, je l'ai pas cité, mais il était 3e donc au général et c'était sa 4e saison. Objectif 2022, Ophélie, pour Alex Rins. J'ai été un peu méchante quand même. Ouais. J'ai noté finir plus souvent sur sa moto en fin de course que dans les graviers, parce que c'était quand même le running gag de l'année dernière. C'était est-ce que Rins va finir dans les graviers? Et je pense qu'il a une collection chez lui. Il avait un bac à sable à construire cet été et il s'est dit je vais prendre un peu de chaque circuit, ça fera joli. Donc moi j'attends juste ça de lui en fait, de revenir, de faire autre chose que de finir dans les graviers, quoi. Enfin, en plus c'est quand même un pilote qui peut faire des choses en course. Quand on se retrouvait avec des Mir et Rins en tête, c'était pas dégueu, quoi. Donc j'espère qu'il va se reprendre et qu'il va arrêter d'aller faire du vélo avec des camions sur les pistes, quoi. Je suis mort de rire parce que je suis en train d'imaginer la cheminée d'Alex Rins avec les beaucoup de graviers. Ça c'est RRS 2021. À défaut d'avoir les trophées, faut bien mettre quelque chose sur la cheminée. Oh là là. Alors, c'est horrible, mais ça me fait rire, voilà. Pas grand chose d'autre à ajouter sur Rins, il faut qu'il, parce qu'en vrai, il est très bon, quoi. C'est ça qui est, quand il court derrière Quarta à Portimao, la saison dernière, et il perd l'avance, ce con. En vrai, il dit, mais pourquoi il est à 1 mètre de la trage, déjà? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, bah ouais. Et tu sais que là, ça passe. Pourquoi tu lâches pas le frein et t'y vas, quoi? Enfin, c'est facile à dire assis derrière un micro et avec une bière en plus. Mais il y en a plus. Là, il y en a plus, mais on va les recommander. Ouais. Mais non, moi, je suis méchant, mais en vrai, c'est chiant pour lui, quoi. Merde. Ah, c'est un pilote. Moi, j'aime beaucoup son style, même s'il a un style vraiment particulier parce qu'il a la tête très sortie du carénage. Et moi, je l'aime bien, mais c'est pas assez constant. Et moi, c'est ce que j'avais noté. Il doit être dans le top 5 du championnat au Mans, sinon c'est laisse tomber. Et le problème du laisse tomber dans sa situation, c'est-à-dire que Suzuki n'a pas d'équipe satellite. Donc, quand tu t'appelles Alex Rins, que tu as fait des saisons qui sont ce qu'elles sont, quand tu vas les taper chez les autres constructeurs pour dire l'année prochaine, ça va être compliqué, quoi. Après, je vois pas qui pourrait mettre à la place d'Alex Rins pour l'instant. Si, moi je vois plein. Moi je vois. C'est vrai. J'avoue que le duo Mir-Rins est tellement marquant pour moi que après regarde, on a un Nakagami qui est là depuis des années et il fait pas grand chose et il est encore là, donc Oui, c'est vrai. Toi c'est vrai que je garde mon baril de Rins et j'enlève mon baril de Nakagami. Ça c'est clair. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il pourrait rester, ouais. Il faudrait lui donner sa chance quand même. Il n'a pas fini de tester les poubelles de tous les circuits, excuse-moi. C'est vrai que la poubelle de Sepang, c'était marrant. Bon, on va laisser les autres écuries aux copains qui vont enregistrer pendant les prochains jours. Et on va parler, nous, un petit peu de ce qu'on voit sur les écuries qui restent, c'est-à-dire Ducati KTM et Aprilia. Olivier, qu'est-ce que t'en dis? Global. Pour Ducati, en un mot, j'ai envie d'une victoire de Zarco, évidemment. Ouais. Alors du coup, ça concerne pas l'écurie, mais ça concerne un pilote. Mais c'est les pilotes au sens large. Mais je vais aller brûler un cierge pour que Zarco ait sa première victoire cette saison, et si possible plusieurs. Il nous a montré du très joli cette saison. Et on espère qu'il va confirmer, parce qu'il
Les Ducati sont des bonnes meules, hein, globalement. Je pense que c'est un peu un pléonasme, un euphémisme, pardon. Mais ouais, c'est relativement des bonnes meules et le voir performer alors qu'il est dans une équipe satellite, c'est très réconfortant. Enfin, tu te dis bon, il a plus de barrière en fait, le gars. Il se dit pas, oh là, je suis chez Pramac donc je vais pas y arriver. Il y va. Les motos sont très homogènes toutes et il n'y a pas de raison que ça marche pas cette saison. On croise les doigts, quoi. Ouais, moi j'ai des grosses attentes sur Ducati et ça me fait mal de le dire parce que je suis team Yamaha depuis toujours et ça me fait mal de dire que j'ai des attentes envers Ducati, mais autant sur Zarco, j'espère que ça ira mieux que sa fin de saison, parce que de toute façon il a plus la pression de se dire il faut que je sois le premier Français à être champion du monde. Ouais. Donc en fait il peut y aller. En fait on attend juste qu'il gagne. On n'attend pas comme la pression qu'on a pu avoir en début de saison l'année dernière, parce que s'il nous refait un début de saison comme il nous a fait l'an dernier et qu'il fait ça sur toute la saison et qu'il est régulier, il peut faire de belles choses. Et moi, j'avoue qu'au-delà de ça, côté Ducati, j'en attends beaucoup de Bagnaia et Martin. Alors, vraiment, j'ai un peu l'impression d'avoir les Avengers de la moto. Avec les Ducati, c'est vraiment pour moi l'armée rouge et j'ai aussi peur qu'ils écrasent le reste du plateau. Parce qu'ils sont quand même vraiment en avant. En fin de saison, on voyait que. Encore là, sur les tests, pour moi, après, c'est une question de com aussi, on les met beaucoup en avant, mais Bagnaia, il sait être régulier, il sait être carré. Martin aussi, c'est quand même, il est tout nouveau en MotoGP, donc faut pas l'oublier. Mais que ce soit eux ou Zarco, c'est vraiment des mecs qui pour moi ont une vraie réflexion sur leur moto, qui vont pas comme ça sur un coup de tête, donc j'en attends beaucoup. Et Miller. Oui, j'allais dire, tu parlais pas de Miller, bizarrement. Non, mais parce que Miller, je l'aime beaucoup, mais j'en attends rien parce que pour moi, c'est pas assez constant. Ouais. Il va gagner 2 courses, il va être trop heureux et ça va être super. Après, là, on a l'Australie qui réouvre. Peut-être qu'il va avoir envie d'en faire plus aussi parce qu'il va essayer de faire quelque chose chez lui, mais je pense pas que ce soit un pilote dont on peut attendre grand chose. Ouais, l'éternel débat Miller. Ouais, Miller, c'est un éternel débat. On va laisser ça aux copains, justement. Ouais. Absolument. Ouais, Ducati, pour moi, ça va être un entonnoir de Ducati au T1 sur chaque Grand Prix. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Sachant qu'il y en a 8, je pense que ça va être un peu la guerre. Mais ça va être fun. Qui veut dire quelques mots sur Aprilia ? Je vais attaquer. Moi, je trouve que ça a bien avancé. Donc, surtout avec l'arrivée... Enfin, surtout, non. Parce que Aleix Espargaro a fait du bon boulot. Et Viñales sur une saison... Enfin, sur une intersaison pleine, même si j'aime pas spécialement le pilote, je vais être curieux. À voir. Complètement d'accord. Voilà. Alors, ok. Donc, on va passer tout de suite aux Autrichiens. On va laisser aux copains parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et on va terminer par les Autrichiens, donc KTM, qui ont une paire de rookies de ouf. Moi, j'ai vraiment hâte de les voir. Ouais. Et vraiment, j'ai cette envie de les voir depuis que j'ai vu Fernandez et Garner rouler à Valence. C'était... je me rendais pas compte, en fait, je pense qu'on se rend pas compte du potentiel de ces mecs à la télé. C'est la manière dont ils prennent leur virage et dont ils pilotent quand tu les vois sur la piste, c'est vraiment, tu te dis, ok, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Tu le sais, mais de les voir sur la piste, vraiment, ça leur donne enfin, je sais pas, c'est vraiment, t'as envie de les voir gagner, quoi. Et tu sens que les mecs, ils sont coéquipiers, mais ils sont là pour se la mettre et se bagarrer. On se retrouve quand même avec le mec qui se prétend champion moral l'année dernière contre le champion du monde Moto 2. Je pense qu'ils sont pas là pour enfiler des perles, quoi. Donc, ça va faire du bien avec 3. C'est cool. Ouais, après, parce que l'année dernière a été compliquée. En espérant que ça écrase pas Oliveira, qui a quand même un petit potentiel, quoi, quand il veut. Ouais, il y a plus qu'un petit potentiel pour moi chez Oliveira. Effectivement, lui fait partie des pilotes qui doivent trouver une solution pour la suite. Ouais, c'est clair. Pas mieux. Bon, on a fait le tour alors. Si, il y avait la petite proposition de Pierre qui consistait à les favoris, les challengers, les outsiders qui peuvent jouer le titre. Alors pour moi c'est clair, les favoris il y en a 3, donc c'est Fabio, Bagnaia et Marquez. Les challengers donc qui peuvent jouer le titre sans être favoris. Peut-être Mir, parce que lui je le place un petit peu en retrait, mais voilà. Les outsiders donc qui peuvent jouer le titre.
mais qui ne sont pas attendus, je mettrais bien Miller, mais j'y crois franchement pas beaucoup. Ça serait vraiment Et après 50 contre 1. Après, ouais, dans ceux qui doivent, ceux qui vont être sous pression. Il a quand même écrit les gros nulos. Hein, non, ça c'est Ophélie qui l'a noté. J'ai repris les propos de Pierre. Ah oui, d'accord. il a écrit les gros nulos. Non, mais en gros nulos, non, mais je vois vraiment que Nakagami. Après, c'était pas les nulos dans le sens les nulos comme on l'entend, c'était les nulos, faut qu'ils sortent les doigts et qu'ils fassent quelque chose. Ah quoi. ouais, Nakagami, faut qu'il sorte les doigts, ouais. Ouais, mais je pense qu'il les a laissés chez lui avant de venir sur la saison. Donc, Ophélie, ta liste. moi, les favoris, c'était Quarta, évidemment, Bagnaia et Martin, parce que Il en manque un. Non. Martin, j'ai vraiment hâte de le voir cette saison. Les challengers, pour moi, c'est Zarco, Viñales, Marquez. Ouais. Et les outsiders, c'est... Viñales Ouais. En challenger. J'attends, j'ai envie de le voir faire quelque chose et arrêter de se prétendre juste champion du monde des tests officiels de moto, quoi. Donc, Pour les gens les laissés. D'accord. et sur les outsiders, j'ai mis Bastianini et Mir, parce que j'attends de voir. Putain, J'en attends beaucoup de Bastianini aussi, parce que sa fin de saison est incroyable. Et les gros nulos, mais qui ont du potentiel, mais qui ont quelque chose à faire, faut qu'ils s'y mettent un peu. J'ai mis Oliveira, Miller et Morbidelli. Olivier, ta petite liste. Alors moi sur les favoris, je vais faire comme Cyril, j'ai pas très original et dans l'ordre aussi Quartaro, Bagnaia, Marquez. Je pense que c'est les trois qui vont s'enquiller du gros lourd. En challenger, Zarco, je pense que c'est un bon challenger effectivement. Ah ouais. Très très bon et on l'a dit tout à l'heure rapidement en parlant de Ducati, si il arrive à être très régulier sur une saison, il peut être un sérieux challenger. Après en challenger il peut y avoir aussi des rookies, hein. Enfin c'est con mais un rookie qui fait une grosse saison Ah ouais. ouais pourquoi pas hein. Ah ouais, tiens, dans les rookies, tu vois qui faire une belle saison? Fernandez ou Gardner, je pense qu'ils peuvent être pas dégueux. Hein. En fait, ça dépendra beaucoup de la moto, mais si la moto marche à peu près. C'est vrai. Moi, chez les rookies, c'est Bezeki. Ouais, Bezeki. Ouais. J'aime bien Bezeki, Ouais, mais vrai, ça tient au look plus que. Ouais, en outsider, je mettrais bien Miller parce que pour le coup, on l'attend pas et aussi, enfin comme toi, c'est le moment ou jamais. C'est con. Je pense que c'est un pilote qui est en capacité de se faire un reset. Ouais. C'est-à-dire vraiment de dire ok, mes forces elles sont là, mes faiblesses elles sont là, faut que j'arrête de piloter comme un con. Après c'est pas gagné, mais je pense qu'il est en capacité de le faire. Et en gros nulos, mais il y a du boulot. Pour finir sur une note joyeuse, je vais mettre Paul Espargaro. Allez, cadeau. Ça c'est cadeau. Fallait qu'il soit cité. Vous avez oublié les rookies italiens. Je les avais oubliés les rookies italiens cette année, j'avoue. Ouais. Les rookies italiens, ils vont être du lourd aussi. Ouais. Bastianini, putain, Bastianini. Ouais, Bastianini. Ouais. Ça va aller croquer de la Ducati officielle l'année prochaine. La saison de Bastianini, c'était vraiment dinguissime. Ah bah, quand il roule sur ses carénages. Ouais. Ça, c'est moins rigolo. Sur ce, on va se reprendre une petite bière et on va laisser donc les copains continuer sur le Superbike, le Moto 2 et évidemment les écuries qui restent en Moto GP. Ophélie, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était très chouette. Ouais. Donc t'attends sur les prochaines courses. C'est clair. Ouais. Olivier, salut à tous. Tu reprends ta Suzuki? Ouais. Absolument. Tu penses à ramener les graviers chez toi surtout? Ouais, bah oui. C'est important pour la collecte. Bon, sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao.